24 arrestations fracassent l'aube napolitaine en avril 2025. Ces visages juvéniles, certains âgés de seulement 16 ans, dirigeaient un empire de distribution utilisant l'intelligence artificielle et des drones autonomes. Pendant que l'Europe traquait le terrorisme, la Camorra reconstruisait silencieusement son pouvoir, avec des méthodes d'une sophistication inégalée. Les saisies de 2024 révèlent 56,7 millions d'euros confisqués, mais les enquêteurs estiment que ces montants ne représentent que 3% de la richesse réellement accumulée par l'organisation. 4h30 du matin. Naples dort encore quand résonnent les premiers coups de bélier dans les quartiers populaires de Fuorigrotta et Chiaia. Les forces spécialisées de la police italienne défoncent les portes, révélant une vérité terrifiante. Ces jeunes visages, certains à peine sortis de l'adolescence, incarnent la nouvelle génération d'une organisation criminelle que l'on croyait affaiblie. Erreur tragique qui coûtera cher à l'Europe entière. La Camorra n'a jamais disparu. Elle s'est métamorphosée, adaptée, sophistiquée, au point de devenir plus redoutable que jamais. Imaginez un instant ce que représente une organisation criminelle plus riche que certains États européens, plus innovante que nos propres institutions, plus organisée que la plupart des multinationales légales. Pendant que l'opinion publique européenne s'inquiétait du terrorisme international, un archipel criminel ancestral reconstruisait silencieusement son empire dans l'ombre. Fini le temps des règlements de comptes spectaculaires qui faisaient la une des journaux. Place à l'infiltration économique massive, aux alliances stratégiques avec d'autres mafias mondiales, à l'exploitation technologique de pointe. Cette nouvelle Camorra ne se contente plus de contrôler les quartiers. Elle ambitionne désormais de posséder l'économie européenne dans sa globalité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils glacent le sang. En 2024, les autorités italiennes ont saisi 56,7 millions d'euros d'actifs appartenant à la Camorra et confisqué 30,9 millions d'euros supplémentaires. Que se passe-t-il quand une organisation criminelle devient plus riche que certains États et plus efficace que leurs institutions? Pour comprendre cette renaissance terrifiante, il faut remonter aux sources du mal. Antonio Spavone fixe l'horizon depuis les collines de Posillipo en 1842. Cet homme de 28 ans, ancien militaire reconverti en homme d'honneur, vient de fonder la Bella Società Riformata, premier embryon de ce qui deviendra la Camorra moderne. Contrairement à ses cousines siciliennes et calabraises, cette organisation naissante épouse immédiatement le caractère urbain et commercial de Naples, une différence qui s'avérera décisive 2 siècles plus tard. La différence fondamentale se cristallise dès ces années pionnières, et elle explique tout. Là où Cosa Nostra privilégie le secret absolu et la 'Ndrangheta mise sur les liens familiaux indestructibles, la Camorra embrasse l'opportunisme économique pur. Cette souplesse structurelle, perçue initialement comme une faiblesse par ses rivales, deviendra son atout majeur face aux mutations du XXIe siècle. Une capacité d'adaptation qui lui permettra de survivre à tous les bouleversements historiques. Dès 1860, les camorristes contrôlent déjà les marchés napolitains, organisent les paris clandestins, gèrent la prostitution avec une efficacité redoutable, mais surtout, ils inventent un modèle révolutionnaire pour l'époque. L'infiltration systématique des institutions légales devient leur spécialité. Premier exemple inventiquement documenté de cette stratégie, le clan de Don Ciccio Capuccio négocie directement avec l'administration municipale pour percevoir une taxe de protection officieuse sur tous les vendeurs ambulants. Cet ancêtre direct du racket moderne révèle déjà une compréhension intuitive de ce qui deviendra leur force principale. Pourquoi détruire le système quand on peut le contrôler de l'intérieur? Cette leçon stratégique traverse les siècles. Benito Mussolini déclare la guerre totale aux mafias en 1926. Quand la répression fasciste s'abat sur la région avec une violence inouïe, il présente ses registres commerciaux impeccables et échappe totalement aux poursuites. Cette leçon marquera définitivement l'approche camorriste pour les décennies suivantes. Toujours maintenir une façade légale crédible, toujours paraître respectable en surface. L'après-guerre accélère dramatiquement cette mutation profonde. Naples bombardée et détruite offre d'immenses opportunités dans la reconstruction massive qui va suivre. Les clans abandonnent progressivement la violence ostentatoire qui les exposait aux forces de l'ordre pour se spécialiser dans des activités plus discrètes, mais infiniment plus lucratives. La corruption d'élus locaux devient systématique, le détournement de marchés publics s'industrialise, l'infiltration du secteur du bâtiment atteint des niveaux inédits. Cette période charnière forge l'expertise technique et relationnelle qui permettra à la Camorra de dominer totalement l'économie des déchets 40 ans plus tard.
Mais cette histoire connaît une accélération dramatique avec l'émergence d'un homme exceptionnel. Raffaele Cuttolo naît le 20 décembre 1941 à Ottaviano, près de Naples. Rien ne prédispose cet enfant de famille modeste à devenir l'architecte du renouveau camorriste moderne. Pourtant, dès l'adolescence, ce jeune homme manifeste un charisme inquiétant et une intelligence criminelle tout à fait exceptionnelle. Son premier meurtre, commis froidement à 22 ans, révèle déjà sa méthode future. Une froideur calculée impressionnante, une absence totale de remords moral, et surtout une capacité troublante à transformer la violence brute en instrument de pouvoir politique. Incarcéré en 1963 pour ce crime, Cuttolo découvre sa véritable vocation dans les geôles italiennes surpeuplées. Contrairement aux autres détenus qui subissent l'enfermement comme une punition, lui l'exploite comme une opportunité unique. Sa cellule exiguë devient rapidement un quartier général opérationnel. Son influence personnelle rayonne dans toutes les prisons italiennes. Chaque territoire reçoit un représentant, directement responsable devant la direction centrale. Cette hiérarchisation militaire révolutionne l'efficacité criminelle. L'année 1978 marque l'explosion de ce que l'histoire retiendra sous le nom de Guerra di Camorra. D'un côté, la Nuova Camorra Organizzata de Cuttolo, avec ses 7000 affiliés disciplinés comme des soldats. De l'autre, la Nuova Famiglia, coalition hétérogène et fragile, regroupant les clans traditionnels menacés par l'hégémonie cuttolienne grandissante. Cette guerre souterraine fera plus de 4000 morts en 12 années de conflit. Un bilan humain supérieur à certains conflits internationaux officiels. Cuttolo révolutionne complètement l'usage stratégique de la violence criminelle. Chaque exécution obéit désormais à une logique stratégique précise et calculée. Terroriser les adversaires pour les paralyser, discipliner les affiliés tentés par la trahison, envoyer des messages codés mais clairs aux autorités. Le 11 septembre 1982, l'assassinat du journaliste Giancarlo Siani illustre parfaitement cette méthode révolutionnaire. Ce reporter d'investigation de seulement 26 ans enquêtait méthodiquement sur les liens entre la NCO et les marchés publics de reconstruction post-séisme. Sa mort ne vise pas seulement à faire taire un gêneur occasionnel, elle démontre spectaculairement la capacité de Cuttolo à frapper n'importe qui, n'importe où, malgré sa détention en haute sécurité. Le professeur vient d'inventer le terrorisme mafieux moderne, dans sa forme la plus aboutie. Instrumentaliser méthodiquement la violence pour paralyser totalement la société civile et ses contre-pouvoirs. Mais pendant que les médias relatent complaisamment les fusillades spectaculaires, Cuttolo développe discrètement un empire économique d'une sophistication totalement inédite. Sa révolution conceptuelle majeure consiste à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de cadavres, mais dans le contrôle absolu des flux financiers. La NCO s'implante alors systématiquement dans des secteurs économiques stratégiques. Cette approche logistique génère des marges exceptionnelles, tout en réduisant drastiquement les risques opérationnels. La NCO ne stocke jamais les produits dangereux. Elle facture uniquement le transit et la protection, un modèle économique d'une efficacité remarquable. En 1985, les enquêteurs les plus optimistes estiment le chiffre d'affaires annuel de l'organisation à 2,3 milliards de lire, équivalent à 800 millions d'euros actuels. Ces revenus colossaux financent un appareil répressif privé plus efficace et mieux équipé que bien des forces de police nationales européennes. Mais l'histoire connaît un tournant majeur en 1992. Cuttolo purge une peine de réclusion à vie. La NCO s'effrite progressivement sous les coups de la répression. Dans ce vide stratégique considérable, 3 hommes construisent patiemment l'avenir de la Camorra moderne. Edoardo Contini, héritier d'une famille criminelle historique de Secondigliano. Gennaro Licciardi, génie reconnu de la logistique illégale internationale. Francesco Malardo, expert financier formé dans les meilleures universités napolitaines avant de rejoindre définitivement le milieu. Leur alliance stratégique révolutionne complètement l'approche mafieuse traditionnelle héritée du passé. Fini le culte de la personnalité façon Cuttolo qui exposait l'organisation. Il privilégie une gouvernance collégiale, anonyme et efficace. Terminer les guerres intestines ruineuses qui affaiblissent tout le monde. Ils instaurent un partage territorial rationnel et respecté. Abandonner la violence gratuite qui attire l'attention des médias. Ils développent la corruption systémique, invisible mais redoutable. Cette troïka criminelle
applique des méthodes de management modernes, directement issues des grandes écoles de commerce, à l'activité mafieuse traditionnelle. Chaque secteur d'activité, que ce soit la drogue, l'extorsion, les marchés publics ou les déchets, dispose désormais de son directeur opérationnel qualifié. Eduardo Contini développe le système révolutionnaire des entreprises zombies. Des centaines de PME nominalement légales qui emploient des milliers de personnes, mais n'existent en réalité que pour blanchir l'argent sale. Ces sociétés fantômes facturent des prestations totalement fictives, créent de la valeur comptable artificielle, alimentent un circuit financier parallèle d'une ampleur jamais égalée dans l'histoire de la criminalité européenne. Gennaro Licciardi révolutionne complètement la logistique criminelle internationale. Il comprend avant tous ses concurrents que la mondialisation économique en cours offre des opportunités fantastiques aux organisations suffisamment flexibles pour s'adapter. Ces réseaux tentaculaires s'étendent désormais de Hong Kong à Medellín, de Rotterdam à Casablanca. Chaque route commerciale, légale et officielle, cache un flux illégal parfaitement camouflé. Des conteneurs de vêtements bourrés de cocaïne pure, des cargaisons de fruits tropicaux dissimulant de l'héroïne afghane, des pièces détachées automobiles mélangées à des précurseurs chimiques pour laboratoires clandestins. Francesco Malardo parachève ce système en créant de véritables banques souterraines totalement invisibles. Ces réseaux de change parallèles permettent de transférer instantanément des millions d'euros sans laisser la moindre trace administrative exploitable. Ces underground banks, initialement conçus par les communautés chinoises pour les travailleurs immigrés, deviennent les artères financières principales de l'empire criminel européen. L'année 2007 marque l'émergence d'une figure totalement inédite dans toute l'histoire séculaire de la Camorra. Maria Licciardi, sœur de Gennaro, assume cette responsabilité écrasante. Quand ce dernier tombe sous les balles d'un clan rival lors d'un règlement de compte sanglant, elle reprend naturellement les rênes de l'organisation tentaculaire. Première femme à diriger effectivement un clan camorriste dans l'histoire, elle va révolutionner encore plus profondément les méthodes criminelles établies. La madrina, comme l'appellent respectueusement ses subordonnés, impose un style radicalement différent de tous ses prédécesseurs masculins. Entre 2007 et 2014, ces équipes spécialisées détournent un minimum de 340 millions d'euros de subventions officiellement destinées au développement économique du Mezzogiorno italien. Le procédé utilisé, d'une simplicité diabolique, consiste à créer des projets économiques nominalement légaux dans des secteurs porteurs comme la formation professionnelle, le développement agricole durable, les énergies renouvelables, pour capter massivement les financements publics européens et les faire disparaître immédiatement dans le circuit criminel parallèle. Plus redoutable encore pour l'avenir de la démocratie italienne, Maria Licciardi développe une stratégie d'infiltration systématique des institutions républicaines. Contrairement à la corruption ponctuelle et amateur pratiquée par ses prédécesseurs masculins, elle finance méthodiquement des dizaines de candidats aux élections locales et place stratégiquement ses hommes de confiance dans toutes les administrations publiques sensibles. Cette approche systémique lui garantit un contrôle durable sur tous les flux financiers légaux de la région. Mais cette stratégie payante connaît une interruption temporaire. L'année 2021 voit enfin tomber Maria Licciardi. Après 14 années de cavale internationale, la madrina la plus puissante de l'histoire camorriste est finalement arrêtée dans une villa discrète de Rome. Cette femme de 70 ans, élégante et discrète, dirigeait un empire criminel d'une sophistication technique absolument inouïe. Son arrestation révèle l'ampleur d'une révolution sociologique majeure dans le crime organisé italien. La féminisation progressive du pouvoir mafieux change complètement la donne. Contrairement aux boss masculins traditionnels qui cultivaient soigneusement l'image du dur impressionnante et respectée, Maria Licciardi avait développé une approche purement managériale d'une efficacité technique redoutable. Ces réunions de commandement ressemblent à de véritables conseils d'administration d'entreprises légales. Ordre du jour précis, distribués à l'avance, rapports chiffrés détaillés, décisions motivées et argumentées, compte rendu soigneusement documenté pour références futures. Maria Licciardi avait anticipé la révolution numérique avec 15 années d'avance sur la concurrence criminelle. Dès 2006, elle recrutait massivement des informaticiens diplômés pour créer des systèmes de gestion entièrement cryptés, permettant de coordonner efficacement les activités de ses 120 entreprises officiellement légales et de ses 47 sociétés écrans dispersées dans toute l'Europe. Ces outils numériques d'une sophistication remarquable fonctionnaient selon des protocoles de sécurité directement inspirés des services secrets militaires les plus avancés. Cette arrestation majeure
laisse un vide que de nouveaux acteurs s'empressent de combler. L'année 2019 marque officiellement le début de ce que les experts appellent désormais le grand retour documenté de la mafia italienne moderne. Un rapport confidentiel d'Europol fait état d'une reconfiguration majeure de toutes les organisations criminelles italiennes. Pendant que l'opinion publique européenne se focalisait obsessionnellement sur le terrorisme djihadiste, la Camorra opérait discrètement sa mue la plus spectaculaire de toute son histoire. Les données statistiques sont formelles et elles glacent le sang. Les saisies de stupéfiants dans tous les ports européens explosent littéralement. 1826 tonnes interceptées entre janvier 2019 et juin 2024, dont 83% proviennent de navires porte-conteneurs en provenance d'Amérique latine. Cette résurgence massive n'a absolument rien d'accidentel ou de conjoncturel. Elle résulte d'une stratégie mûrement réfléchie, minutieusement planifiée, exécutée avec une précision chirurgicale impressionnante. Pour la première fois de leur histoire séculaire marquée par les rivalités, les trois principales mafias italiennes, Cosa Nostra sicilienne, 'Ndrangheta calabraise et Camorra campanienne, coordonnent effectivement leurs actions sur le terrain. Cette trêve des confédérés historiques vise un objectif économique unique et clair: monopoliser totalement le trafic de cocaïne européen en éliminant tous les concurrents. L'Oro illustre parfaitement cette nouvelle génération criminelle, tech-savvy, parfaitement à l'aise avec les outils numériques. Arrêté à Londres en septembre 2024, ce jeune homme de 31 ans dirigeait depuis son appartement luxueux un réseau international de distribution de stupéfiants, utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser toutes les livraisons. Son système révolutionnaire, baptisé Ghost Delivery par ses concepteurs, transforme complètement la logistique criminelle traditionnelle. Des algorithmes sophistiqués analysent en temps réel les patrouilles de police urbaine, les contrôles douaniers aléatoires, les flux de circulation automobile, pour déterminer systématiquement les routes optimales. Des drones entièrement autonomes effectuent les livraisons finales dans un rayon de 50 km, éliminant totalement tout contact humain potentiellement risqué. Les paiements s'effectuent exclusivement en crypto-monnaie via des portefeuilles anonymes, régénérés automatiquement toutes les heures. Plus inquiétant encore pour les forces de l'ordre, l'organisation utilise désormais des deepfakes d'identité pour créer de fausses personnalités numériques, techniquement indétectables. Ces avatars virtuels parfaitement crédibles ouvrent des comptes bancaires, signent des contrats commerciaux, effectuent des transactions immobilières importantes. Quand les enquêteurs remontent laborieusement les pistes financières, ils ne trouvent que des fantômes numériques, parfaitement documentés, mais totalement inexistants. Giuseppe Genni Faiace, expert reconnu en cybercriminalité arrêté à Naples en mars 2024, dirigeait un véritable laboratoire clandestin, employant 47 informaticiens spécialisés dans le contournement systématique des systèmes de surveillance étatique. Ces équipes techniques avaient développé des logiciels révolutionnaires, capables de parasiter les caméras de vidéosurveillance urbaine, de modifier en temps réel les données GPS des véhicules suspects, d'effacer rétroactivement tous les historiques de navigation Internet compromettants. Cette sophistication technologique remarquable explique un paradoxe troublant. Pourquoi les saisies policières augmentent-elles alors que l'activité criminelle se développe massivement? Parce que les autorités interceptent désormais principalement les flux sacrifiés, des cargaisons privilégiées. 35 500 infractions environnementales officiellement recensées, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2022. Parmi ces crimes contre l'environnement, 9 309 concernent spécifiquement la gestion illégale des déchets industriels, une progression de 66% en une seule année. Naples arrive logiquement en tête de toutes les provinces italiennes pour ces infractions, confirmant définitivement que la Camorra a fait de l'écologie un business privilégié d'une rentabilité exceptionnelle. Cette spécialisation environnementale ne doit absolument rien au hasard. Le business des déchets combine plusieurs avantages décisifs pour une organisation criminelle moderne. Des marges exceptionnelles pouvant atteindre 300% de bénéfices nets, des risques juridiques encore limités car les sanctions environnementales restent modérées, une acceptabilité sociale relative car l'opinion publique perçoit encore ces crimes comme moins graves que le trafic de drogue traditionnel. Salvatore Russo, boss présumé du clan de Giuliano arrêté en octobre 2024, avait créé un véritable empire de l'ordure d'une sophistication technique inouïe. Son organisation collectait légalement les déchets industriels toxiques dans tout le nord de l'Italie, les transportait vers la Campanie via une flotte de camions parfaitement en règle,
puis les faisait disparaître via un réseau tentaculaire de décharges clandestines et d'incinérateurs pirates. Le procédé économique générait des revenus absolument vertigineux, 850 € par tonne de déchets toxiques soi-disant traités, contre seulement 200 € pour un traitement légal et conforme. Cette différence tarifaire représentait un chiffre d'affaires annuel de 180 millions d'euros pour sa seule organisation personnelle. Mais les conséquences sanitaires s'avèrent dramatiques pour les populations locales. L'incidence de cancer dans toutes les zones de déversement dépasse de 40% la moyenne nationale italienne. Des familles entières sont littéralement condamnées au cancer pour que quelques criminels s'enrichissent massivement. Voilà la réalité brutale et révoltante de l'écomafia moderne. Cette criminalité environnementale explique en grande partie la résurgence spectaculaire de la camorra contemporaine. Contre mystérieusement 2 millions d'euros de prestations informatiques par an. Impossible, direz-vous, c'est pourtant la réalité quotidienne de ces entreprises fantômes qui constituent l'ossature du système de blanchiment moderne. Mais l'expansion criminelle dépasse largement les frontières italiennes traditionnelles. 7 h du matin à Anvers, le port le plus important d'Europe pour le trafic de cocaïne s'éveille sous la brume matinale. Chaque jour, 200 000 conteneurs transitent par ces quais gigantesques. Parmi eux, des centaines dissimulent la poudre blanche qui alimente toute l'Europe occidentale. Les méthodes d'infiltration atteignent une sophistication qui impressionne jusqu'aux enquêteurs les plus aguerris et expérimentés. Antonio Tony Spinelli, lieutenant de l'Alliance de Secondigliano, arrêté à Anvers en juin 2024, dirigeait une opération d'une ampleur techniquement inédite. Son réseau criminel avait méthodiquement infiltré 47 dockers, 12 contrôleurs aux douanes, 8 responsables de compagnies maritimes et même 3 pilotes de port. Cette corruption industrielle systématique permettait de manipuler jusqu'à 15% du trafic quotidien total sans jamais éveiller le moindre soupçon. La technique révolutionnaire du rip-on-rip-off transforme complètement l'importation clandestine traditionnelle. Au départ, en Colombie, Équateur ou Brésil, des complices locaux glissent discrètement la marchandise dans des conteneurs parfaitement légaux. À l'arrivée européenne, d'autres comparses la récupèrent systématiquement avant que les destinataires officiels découvrent la substitution. Cette méthode élimine tous les intermédiaires traditionnels, réduit drastiquement les coûts opérationnels, minimise tous les risques juridiques. Rotterdam, deuxième port européen en importance, subit exactement la même infiltration systématique et méthodique. Les autorités néerlandaises ont officiellement saisi 63 tonnes de cocaïne en 2023, mais estiment lucidement que 90% des cargaisons échappent totalement au contrôle. Depuis les années 2000, l'organisation a systématiquement investi dans l'immobilier ibérique, créant une infrastructure criminelle quasi officielle. Francesco Ciccio Romano, patron du clan de Casoria, arrêté à Marbella en septembre 2024, possédait officiellement 23 propriétés sur la Costa del Sol pour une valeur déclarée de 67 millions d'euros. Ces villas luxueuses servaient alternativement de centres de commandement opérationnel, de lieux de rencontres discrets avec les cartels sud-américains, de laboratoires sophistiqués de transformation de cocaïne, d'entrepôts d'armes automatiques et de refuges sécurisés pour tous les fugitifs recherchés. Cette implantation espagnole massive obéit à une logique géostratégique parfaitement réfléchie. L'Espagne offre plusieurs avantages décisifs pour une organisation criminelle moderne. Proximité immédiate des routes africaines pour l'héroïne, tradition historique de liens avec l'Amérique latine pour la cocaïne, législation encore plus clémente que l'Italie pour le blanchiment d'argent sale, et surtout luxe absolument inestimable, absence totale de loi anti-mafia spécifique comparable à la législation italienne. La Catalogne, région économiquement la plus dynamique d'Espagne, attire particulièrement tous les investissements camorristes officiellement propres. Le clan Di Lauro y a créé en 2019 un holding de 34 entreprises spécialisées dans l'import-export textile, la restauration rapide et les nouvelles technologies informatiques. Ces sociétés emploient 850 personnes, payent scrupuleusement tous leurs impôts, financent même généreusement des actions caritatives locales.